Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, revenons une nouvelle fois vers le cinéma japonais. Et tiens, ça faisait un petit moment que je n'avais pas évoqué une œuvre du grand Yasujiro Ozu sur la chaîne, et on va ici en 1936, avec un long métrage qui fêtera cette année ses 90 ans, Le Fils unique, ou en version originale, Hitori Musuko, que Ozu a coécrit d'ailleurs avec Tadao Ikeda. Il était un père également au scénario, tiens. C'est un des premiers Ozu que j'avais évoqué sur la chaîne, ça, mine de rien. Et Ozu est crédité ici sous le nom, en tant que scénariste, de James Mackie. Ça me fait beaucoup rire, voilà, je voulais le dire. Au casting, nous avons dans le rôle de la maman Shoko Ida, qui a beaucoup joué chez Ozu, avant, après, même chez Kurosawa. Enfin bon, c'est des actrices et des acteurs très renommés là que nous avons, y compris donc Shinichi Imori. Il y a Yoshiko Tsubushi, qui, elle, sera aussi plus tard, il me semble... Enfin, chez plein de réalisateurs, enfin, ce sont quand même des visages ou des noms que l'on a déjà entendus ou vus par ailleurs. Il y a aussi Shishu Ryu, et oui, Shishu Ryu, qui est peut-être l'acteur fétiche masculin, en tout cas, de Ozu. Il a été là avant, il sera là après encore longtemps. Et le jeune Tomio Aoki, qui était dans Ghost de Tokyo, film de 1932, que j'ai aussi évoqué sur la chaîne, hein, il y a un petit moment, bon. Et ce qui est toujours fascinant avec Monsieur Ozu, c'est qu'on a l'impression, attention, hein, pas péjoratif ce que je vais dire, je vais m'expliquer, qu'on voit toujours le même film de lui, mais en fait, ce sont des déclinaisons très différentes sur le thème de ce Japon qui évolue, en plus, hein, sur des décennies où il a fait des films, et sur le cercle familial, les relations entre les parents et les enfants, les générations, le temps qui passe, tout ça. Et alors, ce film en est, on va dire, un des exemples, moins connus que l'autre, hein, que j'ai pu faire, donc peut-être une petite dizaine là maintenant sur la chaîne, le goût du saké, tout ça, voyage à Tokyo, bon. Mais qui est très important et qui a fait partie d'une série de films dans une ressortie 4K Blu-ray il y a quelques années, une collection. Et c'est pour ça que je m'y intéresse aujourd'hui. Alors on va y suivre tout simplement en deux temporalités, même si la première elle va vite être expédiée. Une mère et son fils. Alors le fils en 1923 il est tout jeune, hein, jeune ado. La maman elle est là, elle travaille dur, elle est fileuse hein, dans une usine à soie, qui va évoluer d'ailleurs en tant que telle. Et une promesse est faite. À ce moment-là, le fils dit à sa mère « je serai un grand homme », parce que la maman va sacrifier beaucoup de choses afin qu'il puisse faire des études. C'est le professeur local, là, joué par Shishoryu, qui permet cela. 13 ans après, donc 1936, date du film et tout, il n'y a pas encore la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est un autre temps. Eh bien, enfin, la maman va voir son fils à Tokyo, évidemment. Hein. Là, on passe d'une province rurale à Tokyo. L'évolution, elle est là, la modernité avec. Ça, Ozu ne fait pas l'économie de le montrer, comme souvent. Et là-bas, la maman va découvrir que son fils n'est peut-être pas devenu le grand homme, entre guillemets, hein, qui a réussi sa vie comme elle l'espérait, c'est-à-dire avec un grand travail et des responsabilités, surtout de l'argent. C'est un peu ambigu, mais c'est terrible, hein, cette pression de réussite sociale. Cependant, le fils, donc, qui accueille sa maman, ça faisait un moment qu'ils ne s'étaient pas vus, visiblement, lui a réservé une surprise. Il est marié, il a un petit enfant là, qui est né il n'y a pas longtemps. Bizarre qu'il lui ait caché cela. Bon, bref, la maman n'a pas l'air de trop mal le prendre. Elle s'installe quelques jours donc avec son fils et sa bru. Et ils vont sortir pour revoir des événements, notamment un film de cinéma allemand. Je reviendrai sur cette scène, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est pour ça que le cinéma d'Ozu, des fois, mentalement, il te fait penser à des choses, mais en fait, bon. Bref, tout va très bien en apparence, mais justement, le fils n'ose pas trop dire vite fait à sa mère qu'en fait, il n'a pas vraiment réussi, il n'a pas trop d'argent. Tout est, on va dire, sur l'ordre de l'apparence pendant quelques jours, là, avant que, bon, la vérité éclate, parce que les ressources s'amenuisent. C'est terrible hein, de faire comme ça, comme si de rien n'était, aller quand même dans le grand monde, entre guillemets, pour que la mère soit satisfaite avec ce sourire-là, sourire béat parfois, un peu là, oui, c'est génial, mais en fait, pas tant que ça. Mais après, évidemment, il va se passer des choses. Est-ce que la mère va être déçue que son fils n'ait pas tenu sa promesse et réussi alors qu'elle a tout sacrifié, ou est-ce qu'elle va découvrir autre chose? Je ferai une zone spoiler parce que ce film a une bascule intéressante qui nécessite que j'en parle. Bon, il s'inscrit parfaitement dans le cinéma d'Ozu, et c'est le deuxième film le plus vieux que je vois de son cinéma, il y a eu Ghost de Tokyo, voilà. Mais là, on a l'impression que ça installe les bases, peut-être qu'entre temps aussi, il y a d'autres bases qui ont été installées, alors l'histoire des enfants, des générations, tout ça, bon, ça c'est sûrement fait avant, puisqu'il y a eu Ghost de Tokyo, mais il y a cette idée-là qui est assez poignante, et en fait, on se retrouve ici dans l'ambiguïté aussi
du cinéma d'Ozu et de son message. C'est un réalisateur ouvertement très traditionnaliste et conservateur à la japonaise, mais qui regardait tout le temps ce monde évoluer, qui n'a jamais jugé négativement, mais quand même qui questionnait cette modernité qui apparaissait, et on le voit là, c'est-à-dire que, je commence par ça, le fait que l'on voyage dans le film de cette province très rurale à l'ancienne, même si, vers le Japon, donc plus modernisé et urbain de Tokyo, c'est passionnant parce que, mettez-vous dans le contexte, 1936, à un moment, il va même filmer ce pont-là, j'ai plus le nom en tête, il va aussi, à un certain moment de réflexion mémorielle sur le temps qui passe, parce que c'est un film qui prend son temps, regarder à travers la fenêtre des néons. Donc il y a cette idée que le monde change. Il y a cette scène où on va voir du cinéma, et j'ai envie d'ailleurs d'en parler là, c'est que moi, sur le moment, et la façon dont c'est filmé, c'est passionnant, on voit jamais un plan large où il y a un écran, etc. Moi je pensais que c'était un opéra, parce que c'est un truc allemand où ça chante, du Schubert je crois, et tout ça. Et à un moment, voilà, je dis, ah bah ils sont à l'opéra, c'est le grand monde. Non, en fait, ils sont au cinéma, mais le cinéma c'est le nouvel opéra, c'est quand même, on va dire, un divertissement peut-être entre guillemets de luxe ou pas, mais qui demande de l'argent, mais moins que l'opéra. En ce moment, j'étais en train de me dire, il va quand même l'amener sa mère à l'opéra, oh là là, c'est vraiment dans le mensonge d'une fausse vie faste, mais c'est pas le cas. Non, 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 c'est du cinéma. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai douté, parce que, bon, donc il n'y a pas ce plan large, mais aussi à un moment, il y a la mère qui somnole, bon, elle s'endort, et après, on voit donc ce même film où ils sont à travers champs, là, ils parlent allemand et tout. Je me dis, ah, là, elle rêve, elle voit quelque chose du film, elle rêve, elle s'imagine que le décor va dans le champ et tout. C'est filmé comme si c'était une scène filmée dans le film. Mais en fait, c'est le film allemand de l'époque. J'avais noté son nom quelque part, et je sais plus où, mais c'est un film voilà, qui est sorti en 1933. Dans le pays de Goethe. 33, oui, bon. Mais c'était pas du tout un film de propagande, loin de là. C'est terrible, parce que quand on pense après à la connexion entre le Japon et l'Allemagne, après donc la Seconde Guerre mondiale, c'est presque tristement ironique qu'on se retrouve ici avec ce passage donc dans un film de 1936. Bref, et donc la façon dont c'est filmé, je me suis dit, ah c'est une rêverie, mais non, après j'ai vérifié, ah non, c'est vraiment un film de cinéma, voilà, c'est pas un opéra. Donc je sais pas, Ozu il a voulu brouiller des pistes, là, moi, ça m'a beaucoup amusé. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça paraît parfois très simple, son cinéma, sur le papier, mais en fait tout est très réfléchi, même dans l'univers mental de ces personnages, la façon dont il va filmer, donc évidemment à ras de tatami, certaines conversations et tout, certains plans de coupe, j'ai envie de dire, où on voit des ellipses, où il y a du silence, un petit peu de musique par-dessus, etc. Et aussi ces moments-là où c'est pas des rêveries, mais on prend voilà, des ensembles, d'autres choses qui sont un peu déconnectées de la situation principale pour soit gérer des ellipses, soit pour faire passer aussi le temps et nous montrer cette vie. Et ce que les personnages ont aussi un peu dans leur tête, sans vraiment verbaliser le tout. Et c'est ça qui est passionnant dans ce film. Au-delà donc de l'émotion, parce que il y a cette relation entre la mère et le fils qui est terrible. Il y a tout ce début qui est assez déchirant, où la mère ne veut pas que son fils, ado, aille ailleurs, parce que ça coûte trop cher. Alors son fils lui dit, pourquoi pas, et tout. Non, et c'est le professeur qui vient convaincre la mère, enfin convaincre, dire qu'il force un peu le sujet, c'est comme si le fils avait déjà parlé avec son prof avant et tout. Et là, elle accepte sans réfléchir. Et après, t'as le fils qui promet à sa mère, vraiment, scène très forte, un peu avec des larmes et tout. Je vais réussir, maman, ton sacrifice ne sera pas vain et tout. Et là, on est dans la pression sociale japonaise. Ça fait très américain aussi, peut-être, sur le papier, parce que, il y avait cette influence américaine déjà au Japon avant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est un peu compliqué, mais ça en dit long quand même. Et je parle pas que du baseball. À un moment, oui, on voit qu'il y a le baseball, il y a une scène vers la fin là, qui est intéressante. Mais oui, la pression américaine ou américanisée, contemporaine, moderne, occidentale au sens large au Japon, ce n'est pas que après la Seconde Guerre mondiale où les Américains ont occupé et tout. C'est un peu plus, voilà. Donc passionnant ça. On voit comment aussi ça infuse sur l'idée que il faut réussir socialement sa vie, il faut rendre les parents fiers, il faut être un grand homme. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est être un grand homme? Le film questionne cela très frontalement. Et là où ça pourrait être une sorte d'ode à là, il faut réussir, il faut avoir de l'argent. Non, il y a une vraie subtilité derrière, qui ancre le film aussi dans cette idée que l'évolution, attention, il n'y a pas que ça qui compte, que dans les traditions aussi, être quelqu'un de bien, c'est autre chose. Et j'aime bien, moi, ça, chez Ozu. C'est-à-dire que nous, on regarde ça d'un autre regard, occidental, et 90 ans après, c'est une forme de dépaysement temporel et physique, mais tu comprends tout derrière. Derrière, tu ressens cette humanité-là, que c'est pas si simple en fait. Hein. Tu es parent, tu veux tout sacrifier,
et espérer que tes enfants réussissent. Voilà. Mais réussir comment? Quoi? Bon, là, il a une femme et un enfant, c'est déjà magnifique. Mais après, gagner de l'argent, pourquoi? Où? Comment? Et est-ce que c'est très important au final? Est-ce qu'il n'y a pas une autre forme de réussite par la grandeur d'âme? C'est ce film qui à un moment va le questionner, et c'est passionnant. Je donne spoiler ici, je la balance, parce que finalement le personnage là, du petit Tomibo, donc joué par un des gosses de Tokyo avant, va avoir son importance. Il y a un voisin, une voisine, hein, qui a un enfant. À un moment il arrive, enfin un ado quoi, enfin 12, 13, 14 ans, j'en sais rien. Qui va voir d'ailleurs la mère, hein, à un moment, qui lui parle un peu frontalement, elle est contente, bon, générations qui peuvent discuter, là c'est triple génération, même si on peut imaginer. Et en fait, ce jeune garçon, il n'est pas trop accepté par ses camarades, il veut jouer au baseball avec eux, il peut pas, il y a un cheval à côté, il veut les impressionner, il va avoir un accident avec le cheval, un truc hors champ. Beaucoup de hors champ chez Ozu aussi, c'est très important. Bon, si, parce que peut-être pas trouver un jeune cascadeur et tout, enfin voilà, enfin, c'est des économies aussi, mais dans le langage cinématographique, ça fait sens. Donc il faut aller le soigner, sauf que pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Le fils, donc de la mère, eh ben, il va donner quelques-unes de ses économies afin que le jeune Tomibo soit donc pris en charge par l'hôpital. Et c'est là que, aux yeux de la mère, mais en fait aux yeux aussi de la beauté morale des choses, il va devenir un grand homme. Et elle va être fière de lui. Peu importe l'argent ou pas, qu'il soit prof du soir, qu'il ait une vie un peu, entre guillemets, misérable, etc., qu'il n'ait pas réussi à Tokyo. Il y a eu quand même cette conversation avant avec la mère, où elle croit que ça serait facile, parce que beaucoup de gens ont réussi à Tokyo, et lui, il lui dit la vérité en face. Non, c'est pas si simple que ça de réussir à Tokyo, malgré ce qu'on pourrait croire. Donc il y a aussi ça, hein, ce message Josu, je pense qu'il est assez clair. Ne croyez pas que, parce que tout a l'air économiquement à fond, et je crois qu'il y avait un bouleversement économique positif pour le Japon à l'époque, hein, quand même plutôt, dans l'ambiance économique, c'est pas pour autant que tout le monde va réussir à se faire sa place. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et en fait, voilà, il va y avoir ce retournement-là qui fait que non, c'est juste parce qu'il va peut-être sauver la vie, ou j'en sais rien, de ce jeune garçon, en donnant un peu ses économies, qui va vraiment être quelqu'un de bien. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est ça. Alors après, elle retourne chez elle. J'ai même pas parlé de la bru, la belle-fille, qui est un personnage très japonais. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a ses émotions, elle va à tout prix respecter la maman, tout ça, très très bien, se prosterne à la première rencontre. Plus tard, elle va être très émue quand elle va entendre des choses, du sacrifice et tout. Donc elle veut que son mari réussisse aussi. Enfin, tout est un délire là de transmission aussi. La réflexion d'un Japon patriarcal sur la place des femmes, c'est intéressant ça. Mais la mère, elle, c'est quand même ici dans le film la chef de famille, il n'y a pas de père. Voilà. D'ailleurs, le fils donnera le nom de son petit, le nom du papa qui n'est pas là. Et des transmissions, c'est important aussi. Bon, et ben la mère, là, à un moment, bon, elle en impose et tout, mais à la fin, elle va faire son mea culpa. Et il y a une finalité, d'ailleurs, donc quand elle revient dans son usine, tiens, j'en ai pas parlé, mais l'usine aussi a évolué, il y a une modernité, on voit comment le time-lapse entre 1923 et 1936 est géré, comment d'ailleurs on voit le dur labeur et comment ça c'est devenu à la chaîne 13 ans après, c'est passionnant ça. À la fin, elle revient, elle nettoie le sol avec... la scène, elle dit ce qu'elle dit, hein. Elle revient vraiment à la base. Hein. Elle nettoie le sol avec une de ses camarades, et elle lui dit « à Tokyo, c'est comment ton fils ?» et tout. Mon fils est devenu un grand homme, je suis trop fier. » Mais sur le moment, il n'y a pas de détails supplémentaires. Elle ne ment pas, elle ne dit pas « ah, il y a eu un grand travail » et tout. Non, elle le pense, ce qu'elle dit. Mais en disant ce qu'elle dit, elle sait très bien que sa copine, sa camarade de travail, pense que son fils est devenu riche. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y a toute cette pression qui retombe. Et c'est ça, la finalité du film, elle est là. C'est que elle n'a pas menti. Elle a menti indirectement par omission, parce qu'elle n'a pas dit tout, voilà. Mais elle pense ce qu'elle dit, son fils est vraiment devenu un homme formidable. Mais elle pleure à la fin, parce qu'elle sait que elle s'est mise trop de pression en sacrifiant beaucoup de choses pour son fils, et elle a mis trop de pression sur son fils. Tout ça, pourquoi? Pour rien au final. Il a suffi d'un acte désintéressé et merveilleux de sauver un enfant, si on veut, pour qu'il réussisse en fait. Il a un fils, il a une femme, et en plus elle l'aime bien, sa belle-fille. Tout va bien en fait. Et elle pleure parce qu'elle s'en veut. J'aime bien cette fin où elle pleure parce qu'elle s'en veut aussi, parce que elle n'a pas su dire aussi à sa camarade vraiment la chose. Bah oui, c'est devenu un grand homme. Alors certes, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il a sauvé la vie de quelqu'un. Il a eu un bon. C'est terrible ça. C'est là où on voit que c'est un film qui parle de pression sociale aussi, de pression générationnelle. Et à la fin, voilà, la pression retombe littéralement avec cette finalité derrière l'usine, en solitaire, isolée, où elle fait le bilan sur tout ça, et un plan final sur le portail de l'arrière de l'usine qui reste fermé. C'est-à-dire qu'elle est confinée dans son monde, et qu'elle a trop été enfermée dans cette idée-là,
dans ses intentions, dans ses ambitions du sacrifice, que peut-être elle a fait fausse route. Et en fait, quelque part, pendant des années, elle s'est fait du mal pour pas grand-chose. Son fils a réussi, finalement, quoi qu'il arrive. Mais aurait-il réussi cette idée-là, à un moment, si la mère n'était pas venue? Enfin, parce que lui, il a eu honte aussi, il n'a pas dit à sa mère de suite des choses, même il n'a pas osé dire à sa mère qu'il était marié, qu'il avait un enfant. Ça n'a aucun sens, quand on y pense. Moi, je trouve ça profondément triste, en filigrane. Voilà, c'est un film qui est bienveillant, qui questionne beaucoup de choses sur la vie, sur la société japonaise, sur la famille et tout. Il y a quand même quelque chose de doux amer arrivé au bout. Ils se sont, voilà, se sont flagellés, mis la pression pour rien. Et ça, ça parle vraiment du contexte japonais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, et encore plus après, de nos jours, hein, qui veulent à tout prix, voilà, qui sacrifient leur vie, qui travaillent des heures et des heures, et qui sont dans une horrible dépression, enfermement, solitude, en espérant que, pression sociale, réussite avant tout. Bah, ce film, il est terrible en fait. Ça ne date pas d'aujourd'hui, 90 ans avant, autrement c'était pareil. Mais le film te remet face à une forme d'humanité avant tout. C'est simple en fait de réussir sa vie quelque part. C'est que point de vue, l'argent ne fait pas tout, la modernité, etc. Il y a des plans quand même dans le film là-dessus avec cette usine de déchets. Hein, la modernité, elle est représentée par une usine de déchets, un incinérateur. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi, vous voyez. C'est pas bon. Il y a ce pont Tokyo, les néons, tout ça, d'accord. Mais il y a ça à un moment dans la révélation de la discussion, un moment entre la mère et le fils là. Moi, je trouve, où il lui dit non, j'ai pas si réussi que ça ma vie finalement. Il y a ça, il y a le déchet à côté qui est traité. Bon, ça en dit long quand même. Il y a beaucoup de choses là-dessus où j'aime bien ces ambiguïtés-là, et c'est ça la force aussi donc de ce 7e art géré par Monsieur Ozu. Je ferme la zone spoiler. Le Fils unique, non, ce n'est pas un film mineur de la carrière d'Ozu. On en parle moins, tout ça, mais en fait il est tout aussi important pour plein de raisons, surtout vu l'époque, surtout peut-être vu ce que ça a installé pour d'autres films qu'il fera par la suite, et il n'est pas moins réussi que d'autres, parce que formellement et sur le fond tout se connecte. Il en dit beaucoup, et il sait gérer ce qu'il a à faire avec son cinéma, son jeu sur le temps, son jeu sur les relations humaines, et aussi son regard sociétal, qui certes peut paraître un peu conservateur, ou pas en fait, ça dépend de quel point de vue on se retrouve, évidemment. Ici, avant tout, c'est sur la bienveillance, sur comment un acte humain désintéressé peut peut-être sauver une forme de situation au-delà de la pression qu'on peut se mettre. Et ça, c'est important, je trouve. Donc, parce que, vous voyez ça s'est pas arrangé pour plus tard, hein, sur des pressions que, voilà, c'est assez universel, c'est pas qu'au Japon non plus, mais c'est très japonais aussi. Et c'est un film qui est assez passionnant pour cela, donc je vous le conseille, en titre anglophone, The Only Son, Hitori Musuko, le fils unique, parce que Monsieur Ozu, en fait, de tout ce que j'ai vu jusqu'ici, il n'a jamais fait un film moyen ou mauvais. Hein. Il a toujours fait des bons ou très bons films, et celui-ci, il est plus vers le très bon, peut-être, je ne sais pas. Hein. Il y a bien un réalisateur sur lequel je serais incapable de faire un classement, déjà que les classements et tout, c'est bien Ozu, hein, parce que, voilà. Allez, je vous attends en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, si vous l'avez vu. Je sais qu'il est disponible sur YouTube aussi, en version sous-titrée anglaise. Voilà, si jamais hein, vous êtes bon en anglais et tout, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas, hein, profitez-en. Je vous dis à la prochaine, vivement vos commentaires sur ce film. Ciao.